Daphne Caruana Galizia. Une journaliste maltaise tuée par une bombe, tuée au volant de sa voiture. Malte, 16 octobre 2017. Daphne Caruana Galizia quitte son domicile en voiture peu avant 15 heures. La plus célèbre des journalistes de Malte ne fera pas 200 mètres. Sa voiture est déchiquetée par une explosion. Elle décède à 14h58. J'ai appris son assassinat quand Matthew, le fils de Daphne, m'a appelé et m'a dit « Tu dois venir, la voiture de maman a été piégée ». Je n'ai pas réfléchi, j'ai pris mes clés et je suis allée chez elle. Et depuis, je n'ai pas connu un instant de paix. Je recevais sans arrêt des appels d'un numéro inconnu que je rejetais. J'ai envoyé un SMS à ma mère pour lui demander si elle connaissait ce numéro. Évidemment, elle ne m'a pas répondu, puisqu'à ce moment-là, elle avait déjà été tuée. Sur place, policiers et secouristes découvrent une vision d'horreur. Pour Daphne Caruana Galizia, les secours arriveront trop tard. L'assassinat de cette journaliste d'investigation renommée choque l'Europe et le monde. L'assassinat de ma mère était prévisible. Dans la société maltaise, beaucoup de gens voulaient la voir morte. De nombreuses personnes de pouvoir avaient intérêt à ce qu'elle soit réduite au silence. Daphne Caruana Galizia a lutté pendant plus de 30 ans contre la corruption et le crime organisé au plus haut niveau de l'État maltais. Son blog comptait davantage de lecteurs que l'île n'a d'habitants. Le magazine Politico l'avait surnommée une Wikileaks à elle seule. Avec ses quelques 400 000 habitants, la République de Malte est l'État le plus petit de l'Union européenne. Son adhésion date de mai 2004. Cet assassinat est une affaire supranationale, une attaque contre la liberté de la presse et l'expression au sein même de l'Union européenne. L'incapacité ou le manque de volonté des autorités maltaises pour retrouver les instigateurs a contraint le Conseil de l'Europe à réagir. En avril 2018, le néerlandais Pieter Omtzigt a été nommé rapporteur spécial en charge de l'affaire. C'est seulement la troisième fois qu'un rapporteur se penche sur un cas précis. Les deux autres concernent la Russie. Et il est très préoccupant que cela se produise dans un pays membre de l'Union européenne. Quand une journaliste qui enquête sur la corruption gouvernementale est assassinée, quand ces assassins présumés ne sont pas traduits en justice et que les commanditaires ne sont pas identifiés, quand on ne vérifie pas les suspicions de corruption qui pèsent sur l'entourage d'un puissant Premier ministre, c'est qu'il y a un problème majeur. C'est une affaire très importante, si ce n'est la plus importante concernant la sécurité des journalistes en Europe. Elle sera déterminante pour les cas similaires dans d'autres pays. Owen Bonnici, ministre maltais de la Justice, défend les autorités de son pays. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en moins de 100 jours, nous avons arrêté 3 ressortissants maltais suspectés du meurtre de Daphne Caruana Galizia. Et les autorités poursuivent leur enquête afin de démasquer les commanditaires. En décembre 2017, 2 mois après l'assassinat, les forces de sécurité maltaises arrêtent 3 suspects. Vincent Muscat, Georges De Giorgio et son frère Alfred. Ils sont accusés du meurtre de Daphne Caruana Galizia. Mais aucun des 3 hommes n'avait de mobile et certains dénoncent une manœuvre de diversion.
Nous ne savons toujours pas qui a commandité le meurtre. La situation est telle que Daphné l'a laissée, désespérée, à commencer par l'enquête sur son meurtre. À mon sens, elle était biaisée. Malte, paradis des vacanciers et des étudiants en langues étrangères. Ce petit État est contrôlé par deux partis politiques qui se disputent les suffrages d'une population divisée à l'extrême. Peu de touristes savent que l'île est aussi un lieu où prospèrent le crime organisé et les structures mafieuses. Bidnia, au nord de l'île, est un petit village de 300 habitants. C'est ici que vivait la journaliste. Son fils Matthew y est resté. Il gère l'héritage de sa mère. Ma mère conservait la plupart de ses articles dans des boîtes d'archivage. Ici, elle écrit sur les nouvelles stations de radio créées par des partis politiques. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'inquiéter de la propagande dans le pays. J'aime beaucoup cet article. Beaucoup d'enfants réfugiés arrivaient d'Albanie par bateau. Elle a aussi écrit sur les réfugiés d'Afrique subsaharienne qui arrivaient en bateau à Malte, via l'Afrique du Nord. Suite à ces articles, un groupe de néo-nazis a mis le feu à notre maison. J'avais 16 ans quand notre maison a été la cible du premier incendie criminel. Les incendiaires ont pu déposer des pneus et des bouteilles d'essence autour de la maison parce qu'il n'y avait pas de mur d'enceinte. Ils sont arrivés de nuit par l'arrière, ont installé leur attirail sur le côté de la maison et sont repartis par le même chemin. Tout le monde était très inquiet pour notre sécurité, à nous tous. Ma mère nous a retirés de l'école pendant 2 semaines, mais on devait étudier et faire nos devoirs. Et tous les jours, on allait nager à la mer. C'était un peu l'aventure pour nous. Même si ma mère travaillait sur des sujets dangereux, elle avait réussi à préserver un environnement normal pour nous. Londres. Paul Caruana Galizia vit ici depuis de nombreuses années. Il faut se souvenir de ses motivations. Dès ses débuts dans le journalisme à l'âge de 20 ans, on retrouve le même fil conducteur. Le combat contre l'injustice, quelle qu'elle soit. À cette époque, aucun de ses collègues masculins n'abordait ces sujets. Ça a contribué à isoler ma mère et à faire d'elle une cible facile. Emmanuel Kouchkieri fait la propagande du parti au pouvoir. Je crois qu'il anime toujours une émission de radio. Son programme consistait à dénigrer ma mère. À l'époque, je ne comprenais pas que lorsqu'on attaquait la maison, c'est ma mère qu'on visait. On l'insultait constamment, frontalement ou sur Internet. Quand on s'est mis à répertorier méthodiquement tous les incidents, on s'est rendu compte à quel point c'était effrayant. Je n'arrive pas à admettre que personne ne soit intervenu, qu'on ait normalisé cette violence. Daphné Caruana Galizia est vivement attaquée sur plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook. Mais le ministre maltais de la Justice dédramatise. Dans le milieu de la politique,
Critiquer et être critiqué fait partie du jeu. Au sein du Parti travailliste, certaines personnes n'appréciaient pas ces articles et l'ont effectivement critiqué. Mais je n'emploierai pas le terme « attaquer ». Son style a changé. Il est devenu plus dur, jusqu'à être cruel par moments, et très sombre, au point parfois qu'on n'avait plus envie de la lire. Je pense que c'était dû à toutes les attaques dont elle faisait l'objet. Mais ce n'était pas une sainte non plus. Elle se moquerait bien de nous si on tentait d'en faire une sainte. En tant que chef de l'opposition, j'ai été critiqué dans ces articles. Mais c'est la règle du jeu. Je fais de la politique, elle critique les politiques, alors je fais avec. Mais j'imagine que ça devait déplaire à beaucoup de monde. Et cela a fini par lui coûter la vie. Les funérailles de Daphne Caruana Galizia ont lieu à Mostar le 3 novembre 2017. Des centaines de personnes se réunissent dans l'église catholique pour lui rendre un dernier hommage. Sa dépouille sera inhumée au cimetière de Bidnia, non loin de son domicile. Pour les partisans de Galizia, le pouvoir maltais est co-responsable de sa mort. Des manifestants réclament la démission de Lorenz Cutajar, le chef de la police, qui incarne l'impunité des élites à leurs yeux. C'est si facile de dire que les choses ne changeront jamais, que la corruption est omniprésente et que les politiciens sont tous pourris. Ma mère n'a jamais tenu ce discours. Elle réfutait ce genre d'arguments. Elle disait « devenir cynique, c'est devenir inexistant, parce qu'on n'a plus aucun impact sur le monde ». Le 16 de chaque mois, à La Valette, de nombreux Maltais célèbrent la mémoire de Galizia. Depuis la mort de Daphné, un mémorial de protestation a été dressé devant le tribunal. Il faut faire la différence entre un mémorial ordinaire et un mémorial de protestation. Ce dernier est temporaire. Il existe pour inciter les autorités à agir, ici à enquêter sur la mort de Daphné, et il disparaîtra quand ce sera fait. Mais le mémorial ne disparaît pas. Mois après mois, les partisans de Daphne Caruana Galizia se rassemblent devant le tribunal de La Valette pour lui rendre hommage et exiger toute la lumière sur son assassinat. Parmi eux, la comédienne maltaise Pia Zamit. Elle a rejoint le mouvement Occupy Justice peu après l'attentat. Pourquoi venons-nous ici tous les mois répéter inlassablement les mêmes choses ? Parfois cela semble futile. Cela semble futile la plupart du temps. Mais comme vous tous, je sais que c'est notre devoir de venir ici tous les mois et de prendre la parole, même si nous devons nous répéter. Les parents de Daphne Caruana Galizia sont également présents. Ça met un peu de baume au cœur de voir les gens penser à elle une fois par mois. Ils continuent de venir déposer des bougies et des fleurs.
Inversement, ça exaspère d'autres personnes qui ne veulent pas que son nom et toutes ses pancartes soient là, à la vue de tous, et notamment des touristes. Tous les soirs, le gouvernement envoie des nettoyeurs pour tout enlever. Les autorités font systématiquement nettoyer le mémorial de Daphné. Les fleurs et les bougies sont retirées. Pour moi, c'est une tentative évidente de vouloir effacer cet événement de la mémoire collective. Les personnes qui veulent manifester leur soutien à Daphne Caruana Galizia ont tout à fait le droit de le faire. Elles peuvent couvrir le monument de fleurs de haut en bas et personne ne les empêchera. Mais une fois la manifestation terminée, l'endroit est nettoyé afin de préserver autant que possible la beauté du monument. Politiquement et socialement, Malte est un pays divisé depuis plusieurs décennies. Le chroniqueur Ranier Zdani se souvient des émeutes des années 80 et des nombreux conflits entre le gouvernement et l'opposition. Plusieurs manifestations étudiantes avaient été violemment réprimées par la police. Dans les années 80 jusqu'en 1987, Malte a connu une période de tension politique croissante. La population s'est fortement politisée, y compris les écoliers, en raison de clivages très forts. La surveillance généralisée et la centralisation se sont accompagnées d'une corruption à grande échelle. Le plus grand journal de Malte, le Times of Malta, a été incendié par les partisans du gouvernement de l'époque. Ma mère a été arrêtée simplement pour avoir pris part à une manifestation. Elle est restée en détention pendant plus de 24 heures. Elle avait alors 19 ans. Je pense que cette expérience l'a encouragée à vouloir changer les choses. Elle est devenue chroniqueuse en 1990, 3 ans après un changement de majorité au pouvoir. Le Parti travailliste a gelé la demande d'adhésion de Malte à l'Union européenne. Daphné était très favorable à l'adhésion. Pour elle, cette décision était non seulement une grave erreur, mais aussi une menace pour ses 3 fils. En 2004, Malte fête son entrée dans l'Union européenne. Pour les élites corrompues du pays, cette adhésion est la promesse d'affaires lucratives. Malte a désormais accès au grand marché européen. Le pays est devenu plus riche, mais pas plus démocratique. La corruption a augmenté de façon spectaculaire, et la lutte anticorruption n'en était qu'à ses débuts. D'un seul coup, des individus véreux ont eu accès au grand marché européen. Le cas des passeports est un bon exemple. Le prix du passeport maltais a considérablement augmenté après l'adhésion à l'Union européenne. Le passeport maltais par investissement est le plus exclusif du monde. Les gens ayant obtenu la nationalité maltaise pourront se rendre sans visa dans près de 180 pays. Dans son blog, Galizia dénonce le scandale de la vente de passeports qui risque de faire de Malte une plaque tournante du blanchiment d'argent et du crime organisé. Mais rien ne change. Le programme de citoyenneté par investissement ne consiste évidemment pas à vendre des passeports. Le processus de vérification préalable est très strict. Il ne vise pas à collecter des fonds pour le gouvernement, mais à attirer des investisseurs et des créateurs d'emplois. Si nous n'avions connu que des échecs, nous n'aurions pas pu adhérer à l'Union européenne il y a 15 ans. L'économie est en plein boom et le chômage recule. Aux élections suivantes, la population reconduit le gouvernement à une large majorité.
Le problème, c'est que les institutions de notre pays sont sous la coupe du parti au pouvoir, et plus particulièrement du Premier ministre. Il n'existe aucune chaîne de télévision indépendante, alors que 80% de la société maltaise s'informe par ce moyen. Le parti au pouvoir possède une chaîne télé, l'opposition en possède une nous et le radiodiffuseur public est contrôlé par le parti au pouvoir. Après avoir perdu son emploi au Sunday Times of Malta au milieu des années 90, Daphne s'est rendu compte qu'on pouvait la faire taire du jour au lendemain. Tenir son blog était sa façon de faire entendre sa voix, quoi qu'il arrive. Elle nous tenait tous informés. Elle était notre principale source d'information sur Malte. Beaucoup de Maltais suivaient son blog assidûment. C'est comme si, sur les 80 ou 90 millions d'habitants que compte l'Allemagne, elle avait eu 40 millions de lecteurs fidèles et réguliers. C'est difficile à concevoir. Elle était la seule journaliste d'investigation à dénicher des infos. On savait ce qui se passait grâce à Daphne. Ma mère a écrit beaucoup d'articles sur l'accord que le gouvernement était en train de conclure avec un consortium électricité-gaz impliquant l'Azerbaïdjan, des hommes d'affaires maltais associés à des élus et la société Siemens. Dans son blog, Galizia affirme que l'épouse du Premier ministre Joseph Muscat possède une société offshore appelée Egrant. Elle ne pourra pas en apporter la preuve. Mais elle relaie un autre scandale, plus retentissant encore. Le 22 février 2016, Galizia écrit cette phrase mystérieuse. « Si le chapeau Panama est à ta taille, porte-le. » Cette phrase lui a peut-être coûté la vie. Elle n'a pas mentionné les Panama Papers. Son premier geste a été de mettre sur son blog une photo de Konrad Mizzi, qui était alors ministre et qui l'est toujours. Rien qu'une photo de lui avec un Panama. Ça nous a tous intrigués et on se demandait ce qui se passait. On avait l'habitude des scandales. Mais avoir un ministre et un chef de cabinet qui avaient des comptes secrets au Panama pour blanchir leur argent, c'était tout bonnement incroyable. Ces révélations nous ont complètement choqués. Ça nous faisait très peur et on se sentait impuissant. Je ne sais pas du tout comment elle s'y est prise, mais c'est bien elle qui a révélé l'affaire. Les Panama Papers révèlent que les élites du monde entier ont dissimulé des fonds dans des paradis fiscaux par le biais de sociétés écrans. Galizia s'occupe de Malte. Il y a deux aspects dans cette histoire. La question de savoir si des ministres doivent être démis de leurs fonctions ou non relève du débat politique. Et M. Mizzi a démissionné de son poste de vice-président du Parti travailliste après la publication de cet article. Il y a donc eu des conséquences politiques pour lui. C'est l'un des plus grands scandales à avoir secoué Malte, ainsi que plusieurs gouvernements dans le monde. Partout dans le monde, des citoyens manifestent pour dénoncer la corruption. À Malte comme ailleurs, la corruption est une tradition. La corruption n'a pas commencé avec les travaillistes. Lorsque le Parti nationaliste a quitté le pouvoir en 2013, certains de ses membres se sont alliés à des travaillistes corrompus, parce que Joseph Muscat voulait les garder. Malte est aujourd'hui gouvernée par l'oligarchie des affaires, et non par Joseph Muscat et sa bande. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il s'incline devant la pression
Des intérêts commerciaux. L'un des hommes les plus puissants à Malte à l'heure actuelle est Keith Schembri, le chef de cabinet du Premier ministre. Ma mère a découvert qu'il avait une société secrète au Panama qui devait lui permettre de toucher des centaines de milliers d'euros en pots de vin chaque année pour diverses transactions. Et il est toujours en poste. Il est toujours l'une des figures incontournables de la scène politique maltaise. Lorsque l'un des collaborateurs les plus éminents du Premier ministre se fait prendre la main dans le sac pour avoir une société offshore au Panama, c'est que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Joseph Muscat continue de défendre et de protéger des personnes notoirement corrompues. Ma mère serait toujours en vie si, après la publication des Panama Papers, il avait limogé ces individus. Avant sa mort, Galizia avait publié un article sur 17 Black, une société enregistrée à Dubaï et, selon elle, contrôlée par le gouvernement. Que savait Keith Schembri? Vous savez à qui appartient cette société? Vous avez peur de répondre? Je vous le demande, à vous et à Monsieur Schembri, à qui appartient 17 Black? Monsieur Schembri va témoigner dans le cadre de l'enquête. Ce sera mon seul commentaire. Merci. Vous allez toucher 1 million pour ces projets, c'est une belle somme d'argent. Alors je répète, à qui appartient 17 Black? Je les ai peut-être dépensés pour payer votre salaire depuis 3 ans. On pensait que l'affaire provoquerait quelques remous, mais il ne s'est rien passé, sinon qu'ils ont fini par la tuer. Ils ont tué celle qui portait le message. C'est l'aspect le plus choquant de cette histoire. 3 jeunes hommes ont perdu leur mère. Mais à ce jour, rien n'a changé à Malte. Ce sacrifice sera-t-il vain? Lui aurions-nous demandé de tout arrêter si nous avions compris ce qui se passait? Je ne crois pas. Dans ce genre de cas, 2 attitudes sont possibles. Soit vous vous rangez du côté de l'oppresseur et vous arrêtez tout, soit vous prenez le parti de l'opprimé. Et ça vous donne encore plus de raisons de continuer votre travail de journaliste. Les tentatives d'isoler Daphné, de détruire sa réputation et sa vie sociale, ne restent pas sans conséquences. En isolant une personne, on puise dans l'imagerie médiévale des parias, les exclus de la société. Et ces gens-là suscitent rarement la sympathie. On a fait d'elle une sorcière. Le terme a souvent été employé pour la désigner. Et ce matraquage permanent, ce lavage de cerveau a fini par imprégner la culture maltaise. Vous alliez au théâtre et vous aviez sur scène Daphné représentée sous les traits d'une sorcière. Il est évident que ça a dû l'affecter. Quand vous déshumanisez une journaliste, vous la discréditez à l'avance. Alors quand elle publiera le résultat de ses enquêtes, plus personne ne la croira. Elle a déjà été totalement déshumanisée. Personne ne s'intéressera à son travail. Certains la détestaient sans même savoir pourquoi. Simplement parce que la machine à propagande travailliste leur disait qu'elle était une femme maléfique, une sorcière qui détestait son pays et les Maltais, qu'elle était grosse, laide ou poilue. Ils la déshumanisaient. La propagande la déshumanisait en la présentant comme quelque chose que les gens devaient éviter, détester ou même détruire s'ils en avaient l'occasion. Tous les problèmes actuels de notre pays sont dus aux agissements d'une petite clique et non à la société maltaise. Et il est particulièrement cruel de voir qu'à Malte, les défenseurs de la démocratie et de l'état de droit sont considérés comme des traîtres, alors que ce sont eux les véritables héros du pays.
Avant le 16 octobre 2017, rares étaient les Maltais qui dénonçaient les agissements illégaux, les abus de pouvoir et la corruption. La population se résignait au statu quo. L'assassinat de Daphne Caruana Galizia a incité plusieurs jeunes gens à agir ouvertement. Parmi eux, Tina Urso et Estelle Spiteri. Elles suivaient le blog de Galizia avec assiduité. Rien n'aurait pu arrêter Daphné, sinon une voiture piégée. Qui voudrait tuer quelqu'un qui ne fait que son travail? Le pays a toujours été divisé entre deux grands partis, le Parti nationaliste et le Parti travailliste. Les habitants de Malte n'ont pas l'habitude de s'engager dans le militantisme politique. Le pays est petit et tout le monde se connaît. On a du mal à prendre position publiquement parce qu'on peut facilement devenir une cible. C'est un souvenir de notre première manifestation. C'était le 16 novembre, exactement un mois après l'assassinat. On avait demandé à tout le monde d'apporter des feuilles de laurier. On avait acheté des marqueurs de couleur or et argent pour que les gens puissent y écrire leurs messages. Comme celui-ci, « Ta voix perdure ». Daphné signifie laurier en grec, et sa feuille symbolise la victoire. C'était donc un symbole très fort. Le lendemain de la manifestation, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages. J'ai remarqué qu'ils provenaient de groupes pro-gouvernement, qui comptent quelques 50 000 membres sur Facebook. J'ai reçu des centaines de messages et des menaces. Et l'adresse de la maison de ma famille a été postée sur les réseaux sociaux, ainsi que ma carte d'identité. J'ai surtout été choquée de voir que quelques mois seulement après la mort de Daphné, les gens n'avaient rien retenu de l'attentat et des conséquences que peut avoir une campagne de haine de 30 ans. Notre dernière conversation a eu lieu en octobre 2017, le mois où elle a été tuée. Elle m'a écrit un message. « Caroline, il faut qu'on se voit. » Je n'ai pas compris pourquoi. Ça faisait 30 ans qu'elle était en danger. À quel moment sait-on qu'une menace se concrétise? Avec le recul, j'ai le sentiment qu'elle sentait que quelque chose clochait. Certains de ses propos étaient aussi révélateurs. Dans l'un de ses derniers messages, par exemple, elle dit « J'ai l'impression de manquer de temps. Il y a tant de choses que j'aurais voulu faire. » Pour Caroline Muscat, Daphne Caruana Galizia a payé son courage de sa vie. Mais elle ne se laisse pas intimider pour autant. Après l'assassinat de son amie, Caroline Muscat a tenu à reprendre le flambeau. Elle a créé The Shift News, un site d'information indépendant, pour dénoncer la corruption à Malte. Depuis, elle subit les mêmes attaques que Daphne Caruana Galizia. Certains journalistes maltais sont en danger, et Caroline Muscat est dans ce cas. Quelques semaines après la mort de ma mère, de nombreuses images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux pour appeler à la mort de Caroline. Une sorcière a été éliminée, mais il en reste une autre. Les groupes pro-gouvernement continuent de partager des photos de moi et disent que je mérite des bombes, comme Daphne Caruana Galizia. Sur certaines images, des fantômes tournoient autour de mon visage.
Ils veulent décourager d'autres personnes, en particulier les femmes, de suivre son exemple. Lors de sa dernière interview, 6 jours avant son assassinat, ma mère a dit qu'ils avaient fait d'elle un modèle négatif, alors qu'elle était un modèle positif. Aujourd'hui, Caroline Muscat subit les mêmes intimidations et le même harcèlement que ma mère. Mon ami a été tué. Je ne lâcherai jamais. Ma place est-elle à Malte? Est-ce que je ne préférais pas mener une autre vie? Bien sûr que si. Si les Maltais veulent élire un gouvernement qui va continuer de bafouer leurs droits, qu'ils le fassent. Mais c'est aussi mon droit de me battre pour que justice soit faite pour la mort d'une journaliste. Je ne quitterai pas Malte avant que justice ne soit rendue, quoi qu'elle ait dit. À Malte, rien n'a changé. Les gens célèbrent leurs fêtes traditionnelles dans les ruelles de la capitale. L'ambiance est bon enfant, et c'est peut-être là que se situe une partie du problème. C'est en tout cas l'avis de Jonathan Ferris, un ancien enquêteur anticorruption, limogé parce qu'il posait trop de questions. À quel point l'île est-elle corrompue? Je vais vous le dire. Regardez la taille de cette île. Tout le monde ou presque se connaît. Tout le monde est en parenté, plus ou moins proche. Comment condamner les actions d'un ami qui a contribué à votre réussite sociale? Ou celle d'un parent? C'est très difficile. Alors, à quel point l'île est-elle corrompue? Lizzie Eldridge est l'une des activistes qui entretiennent le mémorial et critiquent le gouvernement sur des affiches. Aujourd'hui, elle s'attaque au ministre des Finances. Mais de nombreux Maltais désapprouvent ses actions. Y a-t-il seulement des preuves? Oui. Ce sont de simples allégations, pas des preuves. C'est ce que je dis, c'est au tribunal d'en décider. Tout le monde peut faire l'objet d'une enquête, mais il doit y avoir des preuves. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Ce qu'elle a dit ne constitue pas une preuve. Ce n'est pas la question. Si, il s'agit bien de ce qu'elle a dit. Elle a été la première à révéler des faits importants. C'est elle qui les a révélés, oui. Je n'aime pas ça du tout. C'est le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale et du Grand Siège. Sachez que mon père est mort à la guerre avant ma naissance. C'était un soldat. Elle peut avoir un monument où ils veulent. Ce n'est pas un monument. Mais pas ici. Ce n'est pas un endroit approprié. Désolé, mais ce n'est pas un monument. C'est une contestation. Dans tous les pays, les monuments sont utilisés comme lieu de contestation. Il n'y a qu'à Malte où on les nettoie tous les soirs. L'espoir que la justice soit rendue est mince. Pourtant, sans justice, la réconciliation sera impossible. Je vois l'avenir comme la boîte de Pandore. Je suis convaincu qu'au moment où l'un des tueurs passera aux aveux, ça va faire des étincelles. On aura un feu d'artifice de révélation. Ils ont supprimé le seul obstacle qui se trouvait entre eux et l'effondrement total de l'état de droit. On le vit en ce moment. Son assassinat a été aussi horrible qu'ostensible. Elle a été tuée en dehors de sa maison, en plein jour, dans une explosion qui n'a pas été maquillée en accident. C'est une véritable démonstration d'impunité. Le Conseil de l'Europe ne veut ni ne peut accepter cette attaque contre la liberté de la presse en Europe. Dans une résolution, il adresse une série de doléances au gouvernement maltais. Les fils de Daphne Caruana Galizia sont venus à Strasbourg pour plaider en faveur de l'adoption de cette résolution.
Je me rends toujours à ces réunions en me préparant sur le plan émotionnel. Mais ça devient très difficile de dissocier mon rôle de fils de celui de témoin de l'événement. Lorsque mes frères et moi avons pris la parole pour la première fois dans ces murs, il y a à peine plus d'un an, beaucoup de gens nous ont cru, heureusement. Ils ont compris la situation, malgré le manque d'informations indépendantes sur Malte. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Justice n'a toujours pas été rendue à ma mère. Mais de graves manquements à l'état de droit et un sévère problème de corruption à Malte ont désormais été officiellement dénoncés. Le Conseil de l'Europe veille au respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Et il compte bien examiner l'assassinat de Galizia avec la plus grande attention. Dans une audition, le ministre maltais de la Justice tente de défendre le gouvernement. Monsieur le ministre Owen Bonnici. Honorables membres, je veux tout d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'échanger nos points de vue et d'engager un véritable dialogue sur la situation du système juridique maltais et sur nos réformes récentes et à venir visant à renforcer l'état de droit. Il convient de noter d'emblée que depuis l'élection du gouvernement actuel en 2013, nous avons entrepris de vastes réformes. Nous sommes un gouvernement réformiste. Si j'avais pu lui poser une question, je lui aurais demandé s'il ne se sentait pas un tant soit peu responsable de la mort de ma mère, puisqu'il n'a traduit en justice aucune des personnes dont elle avait parlé dans ses articles. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion parallèle. Elle a pour but de vous informer de la situation actuelle. Je suis ravi de vous voir tous ici. Cet événement fait beaucoup de bruit à Malte et les gens en suivent ces développements de près. Toute la presse indépendante a publié des articles au sujet de ce rapport, ce qui a fait naître un certain espoir. À Malte, tous les regards convergent vers Strasbourg en ce moment. J'espère que le projet de résolution sera adopté et qu'il n'y aura pas de vote contre les dispositions de ce rapport. Et qu'au bout du compte, le Conseil de l'Europe appuiera la demande d'une enquête publique. La procédure actuelle empêche les magistrats et la police d'enquêter sur les circonstances de la mort de Daphné. Ils n'enquêtent pas non plus pour savoir si l'État était ou aurait pu être au courant de l'assassinat et s'il aurait pu agir pour l'empêcher. Seule une enquête publique peut enquêter sur l'État maltais. Et c'est l'une des dispositions de la résolution soumise au vote aujourd'hui. C'est là l'un des rôles du Conseil de l'Europe, venir en aide à un pays qui a de sérieux problèmes avec l'état de droit, comme dans le cas de Malte, ou avec la démocratie. Nous estimons également que le pouvoir du Parlement maltais est trop faible. Enfin, en vertu de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'État a l'obligation de protéger la vie humaine. Gardez 4 éléments à l'esprit quand vous considérez ces scandales. Premièrement, les faits. Sociétés offshore secrètes, comptes bancaires, accords contractuels, contacts, etc. Tout est avéré. Deuxièmement, personne n'a fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Troisièmement, M. Schembri est toujours le chef de cabinet du Premier ministre. M. Mizzi est toujours ministre au gouvernement et le Premier ministre Muscat n'a pas la moindre intention de les révoquer. Quatrièmement, Daphne Caruana Galizia a couvert la plupart de ces scandales. Personne ne pense que les 3 suspects avaient des raisons personnelles de la tuer. Elle n'a rien écrit à leur sujet. Tout le monde s'accorde à dire qu'une tierce personne a commandité l'assassinat. Je vous demande de soutenir le projet de résolution présenté par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme. Je vous remercie.
Je soutiens sans réserve le rapport de Peter. J'ajouterai qu'il faut ouvrir une enquête publique indépendante. Je suis navré de dire ça à mes amis maltais, mais nous devons connaître toutes les circonstances qui entourent cette affaire. Et contrairement à ce que disent mes amis maltais, elle peut être menée en parallèle, et dès à présent, pour que justice soit rendue à cette famille très courageuse. Nous allons maintenant procéder au vote sur le projet de résolution contenu dans le document 14 906 amendé. Le scrutin est ouvert. La résolution est adoptée par 72 voix contre 18 et 3 abstentions. Merci. Mes chers et chers collègues, je vais vous donner maintenant les résultats des différents scrutins. J'espère vraiment que cela va marquer le début d'une ère nouvelle. La balle est désormais dans le camp de Malte. Le pays se doit d'opérer des changements, et il sait que le reste de l'Europe l'observe. Le mandat du Conseil de l'Europe à Malte est sans équivoque. Mais une fois de plus, le ministre de la Justice a des objections à formuler. Une enquête publique risquerait de nuire à l'enquête criminelle et aux procédures pénales en cours. Pour nous, le problème réside dans le moment choisi pour mener cette enquête. Nous sommes d'accord sur son principe, mais il serait logique qu'elle ait lieu une fois les procédures pénales terminées. Toutefois, nous comprenons bien que le Conseil de l'Europe s'est exprimé, et nous respectons le Conseil de l'Europe. La famille de Daphné espère toujours que la pression des milieux politiques et de l'opinion publique permettra d'élucider l'assassinat. Daphné espérait elle aussi qu'une opinion publique vigilante et critique apporterait des changements à Malte. Daphné voulait améliorer les choses. Son mari a fait un discours lors de l'inauguration de la salle de presse qui porte désormais son nom à Strasbourg. Il a dit « Plus le monde extérieur est laid, plus notre jardin est beau ». C'est comme si elle avait voulu créer un bel environnement pour compenser ce qui se passait au dehors. Le jardin est toujours là et c'est rassurant. Les arbres qu'elle a plantés poussent bien. C'est un endroit charmant. L'un des derniers où nous nous sommes rencontrés, quelques jours seulement avant qu'elle ne soit tuée. J'aime les jardins magiques et mystérieux, pleins de coins et de recoins. Ils sont comme ces vieilles maisons remplies de meubles branlants et de vieux bibelots rapportés de voyage par des ancêtres. Des jardins où l'on trouve toutes sortes de plantes, grandes et petites, sauvages et cultivées, à grandes feuilles et pointues, aux branches entremêlées et en cascade. Mon goût pour les jardins, je le comprends maintenant, date de l'époque où j'étais à l'école primaire. J'avais été captivé par le livre « Le jardin secret ». Malte me manque plus que jamais, parce que j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi de plus en plus vite. J'ai toujours pensé qu'un jour, je reviendrai à Malte. Mais au lieu de se rapprocher, cette perspective s'éloigne de plus en plus. J'ai dit un jour que même si je devais mourir très jeune, je mourrais heureux. Parce que grâce à ma mère, j'ai vécu une vie très riche et très variée. Je ne sais pas si j'arriverai à parler à ma fille de sa grand-mère, ou si je compterai sur d'autres personnes pour le faire à ma place.
Peut-être qu'un jour, je pourrai raconter son histoire d'une manière que ma fille comprendra et qui ne soit pas trop douloureuse pour moi. Plus de 2 ans après les faits, l'assassinat de Daphne Caruana Galizia n'a toujours pas été élucidé. 3 hommes sont accusés, mais les instigateurs et les commanditaires courent toujours. Durant ces 2 années, les doutes quant à l'indépendance et à la détermination des enquêteurs n'ont cessé d'augmenter. Si le Conseil de l'Europe veut une meilleure Europe, il faut une meilleure Malte. Une Malte qui ne permette pas à la criminalité de s'infiltrer en Europe insidieusement et toujours plus profondément. La situation est toujours aussi dangereuse qu'il y a 1 an et demi. Nous ne sommes pas plus en sécurité, nous n'avons pas avancé. Encore aujourd'hui, un journaliste qui enquête sur ce type de criminalité s'expose à une mort violente. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. On remuera ciel et terre s'il le faut. Je n'ai aucun espoir, mais je suis déterminée. Ce n'est pas la même chose. Je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu dans ce pays. J'ai aussi vécu ailleurs. J'ai combattu des gouvernements qui avaient commis des injustices dans leur propre pays. Et je me suis battue pour que les habitants de ces pays obtiennent justice. Et je le ferai pour Daphne Caruana Galizia, c'est sûr et certain. Depuis la fin du tournage, les événements se bousculent à Malte. Le 20 novembre 2019, le propriétaire de 17 Black, proche du gouvernement maltais et sur lequel avait écrit Daphne Caruana Galizia, est arrêté. Son arrestation provoque une onde de choc jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. De nombreuses démissions rendent l'avenir du gouvernement maltais incertain. Daphne Caruana Galizia obtiendra-t-elle finalement justice ?